Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Ecofi, un webinaire de 30 minutes. On va essayer de tenir le timing consacré aux grandes questions économiques du moment, alors que la rentrée politique, notamment en France, est plutôt chargée. Là, avec notre invité, on va explorer les dynamiques à l'œuvre sur les marchés, les politiques monétaires notamment. On est ravi d'accueillir Florent Pabon. Florent, bonjour. Bonjour Fabrice. Économiste d'Ecofi. Alors avec vous, Florent, trois grands temps forts. Tout d'abord, les effets de la politique américaine sur l'économie, avec en toile de fond ce que certains appellent l'ouragan Trump. C'est vrai qu'il défraye la chronique un petit peu tous les jours, notre ami Donald Trump. Alors quel impact des choix de Washington sur la croissance mondiale, sur l'équilibre des échanges et puis sur certaines pressions qu'il peut mettre notamment sur la Banque centrale? On va voir ça avec vous. Les banques centrales, justement, entre incertitude et détermination, une Fed donc sous pression face à l'inflation et aux pressions politiques, et puis une BCE, on le verra, confrontée au dilemme du stop ou encore sur ces baisses de taux. Enfin, un volet, et ça vous l'attendez évidemment, consacré aux allocations d'actifs. Qu'est-ce qu'on fait pour cette rentrée après une décennie de surperformance, même un peu plus américaine? Est-ce qu'on assiste à une atténuation ou à une poursuite de cet exceptionnalisme qui continue de diviser les investisseurs? Et puis, est-ce que c'est le moment, Florent, de revenir sur l'Europe? C'est ce qu'on va voir avec vous dans quelques instants. On termine ce webinaire et vous pouvez déjà dès à présent poser vos questions, justement par un question-réponse. Le module est prévu à cet effet. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Mais tout de suite, avec vous Florent, on ouvre la page macroéconomie. Le scénario macroéconomique, Florent, j'ai envie de vous demander, est-ce que tout s'est passé comme prévu? Vous aviez un scénario ancré, mais on va y passer rapidement, on ne regarde pas dans le rétroviseur. On se souvient de cette séquence, évidemment, les tarifs annoncés, qui est quand même le coup de semonce, qui a choqué toute la planète finance. Et puis, pendant l'été, on s'est mis d'accord sur un accord, on va dire, un petit peu à la Pyrrhus côté européen. Comment vous interprétez cette séquence? Bon, on ne va pas y passer trop de temps, effectivement, mais c'est intéressant de revenir sur ce que nous avions dit ensemble en janvier, la dernière fois. Donc, on avait une conviction forte qui a tout de même assez bien fonctionné. C'était qu'on anticipait un retour, un sursaut de l'Europe, un sursaut européen, avait-on même dit, notamment sur les actions. Oui. C'est vrai que depuis le début de l'année, ce que l'on voit, c'est que les actions européennes surperforment les actions américaines et que ce sursaut européen, on l'a eu. Ça a même été au-delà de nos espérances avec le plan allemand et tout ce qui s'en est suivi. Mais c'était sans compter effectivement ce trublion que l'on appelle Donald Trump et qui a considérablement chamboulé nos anticipations. Et pour être tout à fait honnête, nous étions assez positifs sur la croissance américaine avant les annonces du mois d'avril. Nous le sommes un petit peu moins maintenant et je pense qu'on va en parler justement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on avait vraiment, les investisseurs en tout cas avaient chaussé les lunettes roses en début d'année. On se souvient qu'on surpassait même le Nasdaq. Et puis patatras, c'est vrai qu'on a eu cette incertitude géopolitique bien évidemment, mais les tarifs qui sont arrivés, les droits de douane, et puis après un été compliqué, notamment en France. Les transitions, justement, les droits de douane, qu'est-ce que ça a comme effet si on peut regarder? C'est peut-être un peu tôt, on sait qu'il y a eu du surstockage. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce drawdown? Est-ce qu'il va y avoir une onde de choc qu'on n'a pas encore vue? Alors, j'imagine que vous parlez de l'inflation. Tout à fait. De ce point de vue-là, il y a plusieurs manières de regarder les choses. La première, elle est assez simple, c'est d'essayer de mesurer l'intensité, le degré de transmission entre l'augmentation des droits de douane et la hausse de l'inflation. Ce que l'on constate, c'est qu'au début, au moment où Donald Trump a annoncé les droits de douane, cette intensité, cette transmission était assez faible. Parce que, vous l'avez dit, les entreprises avaient en amont déjà constitué des stocks, s'étaient préparées d'une certaine manière, et puis on peut même le dire, un peu à la manière des marchés, s'était dit Donald Trump n'ira pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il reviendra en arrière, ce sont des annonces avec une position maximaliste, et finalement il fera preuve de pragmatisme, c'était d'ailleurs le mot que nous avions utilisé la dernière fois, et donc les entreprises s'étaient adaptées, avaient négocié avec leurs fournisseurs, etc. Tant et si bien qu'effectivement au tout début on n'a pas vu de hausse de l'inflation, voire même on a vu une légère baisse. Sauf que depuis 2 à 3 mois désormais, on voit que cette transmission s'est intensifiée. Ensuite, il y a une autre manière de voir les choses, c'est de partir du bas, même du très très bas. C'est-à-dire qu'on regarde dans l'inflation toutes les catégories, les sous-catégories qui correspondent aux produits qui sont concernés précisément par les droits de douane. Et là, ce que l'on constate, c'est un peu la même chose que pour la première méthode, c'est que la transmission est en train, petit à petit, d'augmenter.
On le voit dans le prix des vêtements, on le voit dans le prix des produits électroniques, on le voit dans le prix des fournitures de maison. Toute cette partie que l'on range dans la catégorie des biens est en train de progresser et d'exercer des pressions haussières sur l'inflation. Donc on voit véritablement cette inflation, enfin cette augmentation des droits de douane se translater dans l'inflation. Mais il faut quand même mentionner quelque chose, c'est que théoriquement, le taux effectif moyen des droits de douane appliqués par les États-Unis au reste du monde, c'est 18% à peu près, à comparer avec les 2,4% de fin 2024. Donc c'est une augmentation considérable. Sauf que ce qu'il faut regarder aussi, c'est ce qu'on appelle le taux, ça c'est un taux théorique, et l'autre taux, c'est celui que j'appelle le taux apparent. Cette fois-ci, on regarde tout ce qui arrive aux États-Unis avec les recettes liées aux droits de douane. Ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ce taux apparent est à peu près de 10%. Donc il n'est pas encore au niveau du taux théorique, mais il va s'en rapprocher. Donc ça veut dire, pour reprendre les premiers éléments que j'ai évoqués au début, c'est qu'effectivement, on va voir une inflation qui va continuer d'augmenter. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3,1% pour l'inflation cœur américaine. Il est probable, en tout cas selon nos hypothèses, que l'on s'achemine vers 3,4-3,5% d'inflation. Ouais. Est-ce que c'est un bon deal pour l'Europe ? On a eu l'impression quand même d'une capitulation cet été. Alors c'est vrai que Trump avait brandi son grand carnet avec son gros stylo des droits de douane à 50-100%. On se dit on atterrit sur 15%. Est-ce que c'est un bon deal pour l'Europe ? Alors, il faut voir les choses de la manière suivante. Je pense que de toute façon, on n'avait pas le choix. On allait avoir des droits de douane. À un moment donné, c'était 50%, après c'était 30%, à un moment c'était 20%, et finalement on aboutit à 15% avec quelques exemptions, notamment pour certaines filières stratégiques françaises, ou même européennes, mais dont la France est quand même assez présente. Je pense qu'il faut voir aussi les choses sous l'angle de est-ce que les produits européens qui sont importés par les Américains sont substituables avec des produits similaires ? La réponse est presque non. Donc c'est une hausse des prix et donc une perte de compétitivité pour les entreprises européennes, notamment sur l'automobile, etc. Ouais. Mais au final, je ne suis pas sûr à 100% que sur le moyen terme, ça nous pénalise durablement. Ça va être un choc de court terme. Je pense que dans les estimations que l'on peut faire, c'est un choc de l'ordre de 0,3 à 0,4% de points de PIB. À moyen terme, en revanche, ça se neutralise quasiment, notamment avec le plan allemand qui va être déployé en 2026 et au-delà. Alors voilà, justement, on va rentrer tout de suite et encore plus dans le détail des effets de la politique américaine sur l'économie, en reparlant justement de cet ouragan Trump et de ses pressions politiques. L'inflation, Florent, on vient d'en parler, effectivement, elle va être la courroie de transmission. On n'en a peut-être pas vu encore tous les effets, vous nous l'avez dit. Est-ce que sur l'activité économique, parce que là, on a des chiffres et on est obligé de parler de l'emploi, avec des révisions extrêmement spectaculaires. Et j'ai envie de vous dire, ce Donald Trump, c'est vrai, cet ouragan Trump, qui vitupère, qui vire même le patron du bureau du travail, on se demande s'il n'a pas bien fait. Quand on voit qu'il y a des écarts comme ça de 900 000 personnes sur les chiffres de l'emploi, ça paraît tout à fait... ahurissant de notre point de vue. Je vais revenir sur la question de l'emploi juste après, mais avant, je voudrais quand même faire le lien avec ce qui a été dit sur l'inflation et l'effet que ça a sur l'économie. C'est-à-dire que forcément, une hausse de l'inflation, ça pénalise le pouvoir d'achat des ménages, et donc notamment les ménages les moins aisés sont ceux qui sont le plus soumis aux droits de douane parce qu'ils consomment les produits qui sont concernés, donc eux vont perdre en pouvoir d'achat, et donc nous on s'attend, et d'ailleurs on le voit déjà dans les chiffres, à un ralentissement de la consommation des ménages, oui, mais pas d'effondrement non plus. Parce que dans l'autre côté, vous avez les services qui tiennent encore assez bien. Et puis il y a une autre question qu'il faut se poser aussi sur les effets de l'inflation sur l'économie, c'est est-ce que cette inflation va durer dans le temps ? Ou est-ce que ce n'est qu'une simple bosse ? Nous on pense qu'effectivement ça va être un choc, employant des gros mots, quitte à se faire dédire plus tard, mais transitoire. C'est-à-dire que c'est un changement dans le niveau des prix qui ensuite va progressivement ne plus avoir d'effet sur l'inflation. Et ça tient à une chose, c'est qu'on regarde ce qu'on appelle les anticipations d'inflation. La raison pour laquelle l'inflation pourrait durer, c'est parce qu'on aurait un emballement des anticipations d'inflation. Quand on regarde les données, alors, comme toujours, certaines enquêtes, lorsqu'on interroge les ménages, nous disent des choses un petit peu farfelues, entre guillemets, et quand on les montre, quand on les compare à d'autres, et quand on regarde aussi ce que pensent les marchés financiers, on voit que les anticipations d'inflation n'ont pas forcément énormément augmenté. Ce qui veut dire que derrière, on n'aurait pas de phénomène qui s'auto-entretiennent. Il n'y aurait pas, par exemple, de boucle prix-salaire ? Exactement. En tout cas, à ce stade des événements,
on n'anticipe pas cela. D'accord. On voit que c'est relativement bien ancré, si ce n'est qu'on a quand même franchi une marche par rapport à l'avant-Covid, où on est de toute façon dans un régime d'inflation aux États-Unis et même dans d'autres parties du monde, qui sera en moyenne, à notre sens, beaucoup plus élevé sur la décennie. Maintenant, sur l'emploi... Alors attendez, ça veut dire, je résume, donc une bosse finalement dans l'inflation, quelque chose qui pourrait... Mais pas de dérapage. Une éruption, pas de dérapage. Ouais. Voilà, bon, on vérifiera ça dans quelques mois, bien évidemment. Hein, tout est noté, tout est enregistré. Les investisseurs sont là, ils vous écoutent également. Et puis, oui, sur l'emploi, voilà, avec, je le disais, hein, des chiffres, voilà, pour le coup, qui dérapent et qui sont un petit peu inquiétants. Alors, c'est vrai que ça paraît énorme, et ça l'est d'une certaine façon. On a eu, pour que tout le monde ait la bonne information, le BLS a révisé des chiffres sur 12 mois glissants à partir de mars. Le Bureau du travail américain. Pardon, le Bureau du travail américain, en effet, sur 12 mois glissants à partir de mars 2025. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a eu une surestimation, un surcomptage de 900 000 emplois. L'an dernier, c'était 800 000. Ouais. Mais il faut dire aussi que ce sont des choses qui sont habituelles. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des révisions, parfois très très fortes. C'est comme ça. Il faut bien comprendre aussi qu'aux États-Unis, la manière dont on mesure l'emploi, elle est assez particulière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'enquêtes. Par exemple, ce que l'on voit sur les créations d'emplois ne sont pas issus de la même enquête que ce que l'on voit sur le taux de chômage, par exemple. Donc si on prend les enquêtes qui sont soumises aux entreprises, ce sont celles qui ont été révisées, ce sont a priori les plus précises, en tout cas habituellement, sauf que depuis quelque temps, et nous l'avions déjà évoqué lors du dernier webinaire, on a un taux de réponse qui a considérablement chuté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ne répondent plus, ou plus autant, aux enquêtes qui leur sont soumises, et donc ça perturbe forcément la lecture des chiffres, c'est la raison pour laquelle vous avez de fortes révisions. Ouais. C'est très étonnant, je me permets cette remarque, mais à une époque où voilà, on parle d'intelligence artificielle, on n'a jamais été aussi équipé en ordinateur, voilà, on peut répondre en temps réel, on se dit les données sont moins bonnes finalement qu'avant Covid. Alors oui, je suis d'accord, mais bon, faut quand même pas oublier que l'économie américaine, c'est une économie qui est très large, il y a beaucoup d'États, etc. Il faut faire remonter l'information. Et puis, justement, ça fait le lien avec le licenciement de l'ex-directrice du BLS. Il y a une problématique budgétaire au BLS, c'est-à-dire qu'ils sont en pénurie d'employés et ils ont des problèmes de budget. Même sur l'inflation, aujourd'hui, vous avez des techniques qui consistent à récupérer le prix d'un produit lorsque vous ne l'avez pas, en se référant à un produit similaire, soit dans un autre État, et on l'infère au niveau national, soit en regardant un produit qui est similaire. Et donc, rien que ça, c'est déjà un problème aussi de lisibilité. Mais manque de fiabilité ne veut pas dire trucage. Et c'est là où est le sujet. C'est-à-dire que Donald Trump a licencié l'ex-directrice du BLS, a mis quelqu'un qui était l'économiste en chef de l'Heritage Foundation, qui est un think tank très proche de Donald Trump. Et la première chose qu'il a dit en prenant la parole, c'est de dire il est possible qu'on arrête la publication des chiffres de l'emploi, puisque de toute façon, ils sont faux et ils sont faits pour nuire au président Trump. Mais ça, c'est un gros souci. Bien sûr. Pour deux raisons. La première raison, c'est que nous, déjà, on a du mal à lire l'économie américaine. Et ensuite, les marchés financiers se fient beaucoup sur ces données-là, notamment les données de l'emploi. Quand on mesure la sensibilité, par exemple, des variations des taux d'intérêt américains aux surprises sur l'emploi, on voit que cette sensibilité a considérablement augmenté ces derniers temps, et c'est normal puisque la Fed en a fait son objectif et ne parle plus que de ça. Et donc si du jour au lendemain vous avez un problème de fiabilité encore plus grand sur les données de l'emploi, ça peut aussi perturber les anticipations de marché, les anticipations de politique monétaire, et donc in fine nuire aussi à la lisibilité de la politique monétaire. Tout à fait. Je reviens juste quand même sur l'emploi. À part le thermomètre ou le messager qui est viré, pas viré par Donald Trump, qu'est-ce que ça dit quand même sur ça? Du coup, est-ce qu'on a une donnée fiable? Est-ce que du coup le pays est en train de décélérer au niveau des emplois? Il est pas loin du plein emploi. Hein. Les États-Unis, c'est quand même une grosse machine. Mais est-ce que c'est en train de décélérer ou est-ce qu'il y a une inquiétude à avoir sur ça? Écoutez, de ce point de vue-là, c'est assez fidèle à ce qu'on s'était dit en janvier. Nous anticipions qu'effectivement, le ralentissement de l'emploi allait s'opérer, mais surtout qu'on allait avoir un problème de qualité et de fluidité. Et ce que l'on voit, c'est que typiquement, la durée de temps passé au chômage est en train d'augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un Américain, que vous arrivez sur le marché de l'emploi, que vous êtes au chômage, le temps que vous retrouviez un emploi a augmenté. Ça, c'est indéniable, ça se voit dans les chiffres. Le taux de transition vers l'emploi, entre un taux de chômeur et quelqu'un qui est employé, la probabilité a aussi diminué. Donc on a un problème de fluidité, on a un marché de l'emploi qui est figé. Mais il est figé
aussi parce que les entreprises ont subi un choc d'incertitude majeur avec la politique économique erratique de Donald Trump. Donc, il faut essayer de décortiquer, et c'est très très dur de quantifier, d'où provient cette faiblesse. Est-ce que c'est uniquement le choc d'incertitude ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Je pense que c'est un peu des deux, mais qu'en grande partie, c'est lié au choc d'incertitude engendré par Donald Trump. Et donc pour ces raisons-là, la Fed notamment, va devoir ajuster sa politique monétaire. Alors justement, entre une inflation, vous nous avez dit peut-être transitoire, et un emploi, on ne sait plus très bien où on en est, mais en tout cas, c'est peut-être en ce moment un petit peu en stand-by. Que peut faire la Fed? On ouvre tout de suite notre point sur les banques centrales. Webinaire Ecofi en direct avec Florent Vabon, économiste. N'hésitez pas à poser toutes vos questions si elles vous viennent. On les prendra évidemment dans une dizaine de minutes. La Fed, est-ce qu'elle est sous pression? Florent, en tout cas, on a vu des décisions hier soir. Ça y est, première baisse des taux de 25 points de base. C'était attendu à pratiquement 100% par le marché. Qu'est-ce que ça dit, cette décision de Jérôme Powell? Peut-être une des dernières, puisque prévu qu'ils partent dans quelques mois. Oui, alors d'une certaine manière, c'est assez rassurant parce que, alors vous avez sans doute vu que Donald Trump a déjà placé un pion au sein de la Fed, puisqu'on a eu une démission d'une membre qui devait partir normalement en janvier 2026, mais qui est partie en avance. Et donc Donald Trump a remplacé cette personne par Stephen Miron, qui est son conseiller économique en chef, celui qui est derrière aussi toute l'idée des droits de douane, etc. Donc très clairement, la Fed, ça a toujours été un sujet politique. C'est-à-dire que, vous vous souvenez sans doute, déjà au moment des élections américaines, la grande question c'était de savoir si la Fed allait baisser ses taux pour favoriser l'élection de Joe Biden. Oui. Déjà, on se posait la question. Bon, à mon sens, c'était être indépendante. Elle est indépendante. Et de mon point de vue, c'était une question un peu farfelue. Mais bon, la question s'était posée. Et elle s'est toujours posée. C'est-à-dire que même au moment de Clinton avait peur d'Alan Greenspan, George Bush père avait accusé Greenspan pour la raison pour laquelle il avait perdu les élections. Bon, c'est un sujet politique. Maintenant, il faut savoir si la Fed est politisée. Et aujourd'hui, très clairement, la Fed est en train, petit à petit, de franchir le Rubicon de la politisation, avec Miron au sein de la Fed. Mais ce qui est rassurant, à mon sens, c'est que quand on regarde les votes qui ont eu lieu durant ce comité de politique monétaire, il n'y a que Miron qui a voté contre la décision qui a été prise par le board. C'est-à-dire qu'ils se sont tous mis d'accord sur le fait de baisser les taux, très bien, de toute façon c'était vraisemblable, notamment du fait de la dégradation du marché de l'emploi, d'un quart de point. Mais ça a fait l'unanimité quasiment, et Miron a dit non, il a voté pour une baisse de 50 points de base. Mais les autres, notamment Christopher Waller, qui se porte plus ou moins candidat au remplacement de Jérôme Powell, n'a pas voté pour 50 points de base. Donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire que l'indépendance, c'est aussi une question de crédibilité. Et je pense que les membres de la Fed n'ont pas envie de perdre leur crédibilité aux yeux du monde entier, et surtout aux yeux même, la plupart d'entre eux sont issus du monde universitaire, n'ont pas envie de perdre leur crédibilité. Et donc, l'indépendance de la Fed, à mon sens, va être chahutée tout au long de 2026, et encore jusqu'à la fin de l'année 2025, mais ça ne va pas être perdu. L'indépendance ne va pas être perdue, ça va être chahuté. Et donc, pour revenir sur la Fed, la raison qui la pousse à baisser, c'est l'emploi. Et il y a l'inflation qui plane au-dessus. Je disais tout à l'heure qu'on ne pense pas qu'il y aura de dérapage, mais on n'en est pas certain. Ça va dépendre de plein de choses. Et donc, pour ces raisons-là, comme l'inflation est encore élevée, la Fed ne peut pas se permettre de trop baisser les taux. Et ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est que les anticipations de baisse de taux du marché étaient quand même sacrément agressive. Pour vous, c'est trop, c'est-à-dire on anticipe quoi, deux baisses cette année et 4 peut-être en 2026. Ça baisserait le taux à peu près on est à 4 aujourd'hui sur les 2,5%. Pour vous, c'est trop, c'est pas compatible avec la réalité de l'économie américaine? Je pense que le sujet n'est pas 2025. 2025, ça paraît encore une fois assez vraisemblable que les baisses de taux continuent. Potentiellement pas 3, nous on pense plutôt 2. Mais c'est surtout sur 2026 qu'il faut se poser la question. Et sur 2026, très clairement, si l'on considère justement que l'inflation revient un peu dans les rangs, mais qu'en même temps elle reste durablement, encore pour quelque temps au-dessus de 2%, que par ailleurs les effets des droits de douane vont s'estomper, ce choc d'incertitude a considérablement baissé. Oui. Donc il est même probable que dans les mois à venir, l'emploi se redresse un petit peu, ou en tout cas se stabilise sur des niveaux très faibles, ne s'effondre pas, il n'y a pas de rupture. Et donc de ce point de vue-là,
ça paraît difficilement envisageable qu'il y ait coup sur coup des baisses de taux en 2026, sauf à considérer que le mandat de Jerome Powell arrive à terme en mai 2026. Sauf à considérer qu'il soit remplacé, mais ça c'est presque sûr aussi, par quelqu'un qui soit proche de Donald Trump, qui lui soit acquis, favorable. Qui fasse des jumbo cuts, exactement, des coupes massives. Mais j'y crois quand même pas. C'est-à-dire que je pense qu'on va avoir des votes contre, etc., beaucoup de volatilité. Ça, c'est le terme qui est important à retenir. Beaucoup de volatilité et des problèmes de lisibilité de politique monétaire. Ouais. En tout cas, on voit que les taux augmentent un petit peu partout en ce moment, et là sur toute la planète. On est définitivement sorti du zéro monétaire. D'une banque centrale à l'autre, on se pose la question de la BCE. Alors stop ou encore? On a l'impression qu'au niveau de l'inflation, ça y est, on est arrivé finalement au but. On est autour des 2%. C'est un 100% gagnant pour Madame Lagarde? Oui, d'une certaine manière, Mario Draghi l'a ambitionné, l'a rêvé, et Christine Lagarde l'a obtenu. Effectivement, ça fait plusieurs mois qu'on oscille autour de 2% d'inflation. On est pile poil à la cible, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est l'inflation que l'on observe actuellement et celle que l'on anticipe dans les trimestres à venir. Et là, de la même manière, nous, en tout cas chez Ecofi, on considère qu'on va rester aux alentours de ces niveaux-là et que même en 2026, on pourrait avoir des pressions inflationnistes modérées qui commencent à se former du fait du plan allemand qui a été annoncé. Et surtout, pour une chose assez simple, c'est qu'en zone euro, je sais bien que ce que je vais dire peut paraître un petit peu fantaisiste, mais au regard des niveaux de croissance qu'on a actuellement en zone euro, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de très flamboyant. Mais on anticipe que ça s'accroisse dans les trimestres à venir. Et là, surtout, on a une dynamique de croissance un petit peu poussive, on va dire ça comme ça. Pour vous, ça va accélérer? C'est ça, en fait. Surtout, ce qu'il faut bien identifier, c'est le point d'inflexion. Et je pense qu'on est à un point d'inflexion en Europe et qu'on est en train, timidement, progressivement, graduellement, de rétablir ce qu'on appelle l'écart de production. L'écart de production, c'est l'écart entre la croissance économique que l'on observe à l'instant T et la croissance potentielle qui pourrait résulter de la pleine utilisation des facteurs de production. C'est quelque chose qu'on estime, c'est très théorique, etc. Mais l'idée sous-jacente, c'est que progressivement, la croissance européenne va se rapprocher de ce niveau. Et qu'au moment où elle s'en rapproche, voire même la dépasse un petit peu, on peut penser à l'Allemagne par exemple, oui, des pressions inflationnistes pourraient se faire jour. Et d'autre part, quand on regarde le taux de chômage en zone euro, il n'a fait que de baisser depuis ces dernières années. Et il est désormais en dessous de ce qu'on pourrait estimer comme étant le niveau d'équilibre n'accélérant pas les salaires. Donc, ce qui veut dire que comme on est un peu en dessous, on a une petite marge, il y a un écart de production qui s'est formé. Et donc, potentiellement, on pourrait avoir en 2026 des petites pressions inflationnistes relativement modérées. Mais ça veut bien dire une chose, c'est que le plus gros de la désinflation est derrière nous. Donc, que la BCE, à notre sens, mais c'était déjà notre idée depuis plusieurs mois, en a terminé avec les baisses de taux. Sauf à considérer qu'on a une rupture sur la croissance du fait des droits de douane. Mais on a du mal à voir ça pour le moment. C'est intéressant cette vision européenne. C'est vrai qu'on est englué ici chez nous dans notre politique politicienne, dans nos incertitudes économiques. On a l'impression que le pays est un petit peu à l'arrêt, mais ça se passe bien en Espagne, ça se passe bien en Italie. Les Nordiques, c'est pas mal. Et puis l'Allemagne a lancé effectivement ce grand plan de relance. Florent, une question. Si les États-Unis sont en train de baisser massivement ou pas leur taux d'intérêt, si en Europe ça stagne, quels sont les effets sur l'euro-dollar? On a vu un dollar qui avait baissé de cette année contre toutes les autres monnaies. Alors le dollar a baissé principalement par défiance vis-à-vis de la politique de Donald Trump. L'indépendance de la Fed, la remise en cause de l'indépendance de la Fed, ça n'aide pas non plus. Et l'euro s'est apprécié contre un grand nombre de devises parce que justement on a eu le plan allemand et ce retour du sentiment positif à l'égard du continent européen. C'est le risque majeur, le risque principal, je dirais, à notre scénario de stabilité des taux d'intérêt directeurs. Parce que l'euro, quand l'euro s'apprécie, forcément ça fait un petit peu moins d'inflation importée. Donc on pourrait se dire que ça engendre des pressions à la baisse sur l'inflation. Pour le moment, ce qu'on constate, c'est que le canal de transmission du taux de change vers l'inflation est un petit peu plus réduit qu'habituellement. Donc pour le moment, c'est un risque que l'on observe, auquel on est très attentif pour notre scénario central, bien entendu, mais ça n'est pas quelque chose qui nous inquiète outre mesure. Et après, de là à avoir des franchissements de barrières à 1,20, 1,25, etc., on n'y est pas encore. On est aux alentours de 1,18, enfin on fluctue autour de ces niveaux-là. Nous, on envisage qu'on reste entre ça et 1,20 pendant encore quelques mois. Oui, je me réfère à votre passé d'économiste, mais je crois qu'on a lancé l'euro, on était déjà sur 1,20 à peu près en parité. C'est ça, on est quasiment au même niveau que entre tout à fait. 1 et 1,40, finalement on est à 1,20, on est un peu à l'équilibre. Et c'est un seuil qui a été envisagé par
par un des membres du Conseil des gouverneurs, Luis de Guindos, qui a dit qu'effectivement c'était un seuil un peu critique et on ne l'a pas encore tapé. Il l'a dit récemment. Voilà en tout cas pour ces banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, avec leurs effets. Tout de suite, on va se pencher sur l'allocation d'actifs. Allocation d'actifs, et on va prendre vos questions, hein. Je vois qu'elles arrivent nombreuses sur le chat, n'hésitez pas à les poser. Justement, Florent, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Comment on réalloue entre actions, obligations, cette rentrée, avec tout ce que vous nous avez dit? Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'on modifie les portefeuilles en ce moment? Je pense qu'il faut distinguer les horizons. Nous, à court terme, on est assez prudent sur la performance des marchés des actifs risqués, et notamment des actions. Donc jusqu'à présent, nous avions une touche positive, notamment sur l'Europe vis-à-vis des États-Unis, en euros, j'entends. C'est important de le mentionner, puisque vous avez dit que le dollar s'est fortement déprécié. Et on considère qu'il y a peut-être un petit peu moins de potentiel à court terme, mais qu'avec toutes les choses que j'ai évoquées, notamment ce comblement ou le fait qu'on ait une atténuation de l'écart de production, ou en tout cas qu'on le rattrape petit à petit, va faire en sorte que ça va se translater dans la croissance bénéficiaire des entreprises de la zone euro. Parce que jusqu'à présent, la performance des marchés d'actions de la zone euro a été guidée par ce qu'on appelle une expansion des multiples, et pas nécessairement par la croissance bénéficiaire des entreprises qui a été plutôt modeste, voire même assez timide. Ce qui veut dire qu'il y a eu plutôt une vague de sentiments de ce qu'on appelle en anglais le re-rating sur les actions européennes. Il y avait un écart à la fin de l'année dernière entre qui était très conséquent les actions et qui est toujours conséquent en termes de valorisation. Les flux sont revenus et on a finalement des multiples qui ont augmenté. Exactement. Un rattrapage, mais pas forcément un sous-jacent exceptionnel au niveau de la croissance. Tout à fait. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ça ne s'est pas mis sur tous les secteurs. Certains secteurs qui en ont profité beaucoup plus que d'autres, notamment les financières, du fait de la pontification de la courbe des taux, le fait que les taux courts, enfin que les taux longs aient augmenté et que les taux courts aient augmenté moins rapidement, donc pontification de la courbe des taux, ça a aidé les banques, bien entendu. On a eu le secteur de la défense, on n'a pas pu passer à côté, mais il y a tout un tas de secteurs qui sont encore aujourd'hui très décotés et qui n'ont pas bénéficié de cette expansion des multiples. Donc nous, on pense qu'il y a une deuxième jambe possible à moyen terme, notamment si on se projette sur 2026, avec cette idée que la croissance bénéficiaire des entreprises va se diffuser plus largement du fait de l'augmentation de la croissance en zone euro, de ce regain d'autonomie stratégique qui, à mon avis, n'est pas terminé. On va en avoir encore sans doute quelques exemples dans les mois, dans les trimestres à venir. Et donc, Europe. Ensuite, les États-Unis. Si on dit qu'on est négatif contre les États-Unis aujourd'hui, c'est parier contre l'intelligence artificielle. Oui, puisque c'est vraiment ce qui tire aujourd'hui la croissance, les investissements, même au détriment de certains pans d'activité. On a l'impression que tout se focalise, des centaines de milliards s'investissent sur les data centers, sur ces puces, etc., etc. Et d'ailleurs, on peut même le mesurer dans le PIB. Aux États-Unis, la croissance du PIB aux États-Unis s'explique bien sûr par la consommation, l'investissement, et surtout dans l'investissement dans tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Si l'on prend la croissance du PIB du deuxième trimestre 2025 aux États-Unis, 3,3% au rythme annualisé, vous avez environ 0,8 à 0,9% de ces 3,3% qui sont expliqués par la construction de centres de données, l'achat d'équipements informatiques, l'investissement dans les logiciels et la R&D. Tout ce qui peut s'apparenter à l'intelligence artificielle. Donc ça se concrétise aujourd'hui même d'un point de vue économique. Le sujet de l'intelligence artificielle, il n'est pas que financier, il est économique. Ce qui veut dire une chose, qui veut dire que si on a une déception technologique sur une entreprise, en termes de valorisation, peu importe, ça va entraîner aussi tout un pan de l'économie, tout un pan de la cote américaine, pas que le secteur de la technologie, à la baisse. Et donc aujourd'hui, vous avez des niveaux de valorisation. Oui, tout à fait. Vous avez aujourd'hui des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Là, à contrario de l'Europe, comme les niveaux de valorisation étaient très élevés en début d'année, la performance s'est effectuée par une croissance des bénéfices. Bon, très bien. Effectivement, on a eu des surprises positives là-dessus. Mais donc, les entreprises américaines, notamment du secteur de la technologie, sont condamnées aujourd'hui à ne pas décevoir. Et la moindre déception, ça pourrait entraîner... le moindre ralentissement économique, la moindre déception technologique, j'insiste bien là-dessus, parce qu'on voit par exemple beaucoup d'utilisateurs qui rapportent que ChatGPT 5 est un peu moins intéressant que le 4. Des concurrents aussi subissent une sorte de plafonnement dans les progrès de l'investissement dans l'intelligence artificielle. Les entreprises ne savent pas très bien comment utiliser non plus. Il n'est pas impossible que vous ayez des déceptions dans les mois à venir, dans les années à venir. Et donc, coupler ça à un niveau de valorisation qui est très élevé, ça incite à la prudence. Et on l'a vu avec on se souvient du moment DeepSeek, là, avec l'irruption de l'intelligence artificielle. Donc, diversification internationale sur les actions.
hors des États-Unis, mais bien sûr, les États-Unis, on ne peut pas s'y couper. Ça reste la première. Attention au taux de change, néanmoins, puisque Exact, on a tout à fait. plus 14% sur le Nasdaq ou les US, mais moins 12% sur le change. Donc Exactement. au final, l'Europe, c'est pas si mal. Exact. Très bien. Sur les taux, qu'est-ce qu'on fait? On voit que ça augmente partout, pas Oui. seulement en Europe. On fait quoi sur les taux dans les allocations? Alors sur les taux, sur notre prévision en termes de taux européens, on est plutôt sur une relative stabilité à partir des niveaux actuels. Ce qui veut dire qu'il n'y a ni potentiel baissier ni potentiel haussier très fort, mais on a du portage désormais. Donc on a du rendement embarqué dans les obligations et notamment dans le crédit. Oui. Donc le crédit d'entreprise, les obligations d'entreprise constituent toujours un terreau favorable à l'investissement dans les portefeuilles obligataires. Ça nous paraît évident. Et aux États-Unis, on pense qu'il y a un risque haussier sur les taux longs américains qui ont un petit peu trop baissé, on l'a dit, en raison des anticipations de politique monétaire. Et donc, de ce point de vue-là, on est tenté d'être assez prudent sur les taux américains. Très bien. Voilà. On va tout de suite en passer aux questions-réponses. Il nous reste quelques minutes. On va essayer d'en prendre un maximum. Allez, on vous avait promis 30 minutes de webinaire. On va dépasser un tout petit peu pour les questions. C'est intéressant. Tiens, il y en a qui nous posent des questions justement sur la très forte hausse de l'euro contre le dollar, alors que les taux en Europe sont bas. Comment l'expliquer? La croissance est plus faible. Les droits de douane vont pénaliser l'économie européenne. Bref, comment expliquez-vous la très forte hausse de l'euro versus dollar? On en a parlé un petit peu. Oui, on en a parlé. C'est ça. C'est effectivement. Faut pas oublier que dans les mouvements de change aussi, il y a ce sentiment. Il y a le sentiment, c'est important le sentiment. Quand on regarde par exemple en Allemagne, pour le moment, c'est difficile de percevoir les effets du plan allemand dans les données économiques. Pourtant, les entreprises se montrent beaucoup plus confiantes. Oui. Donc les investisseurs internationaux aussi voient ce genre de choses, vont vers l'euro. Et même hier soir, on voit sur les décisions de politique monétaire de la Fed, ou plutôt juste avant, les anticipations de baisse de taux très fortes ont fait que le dollar a baissé et l'euro augmenté. Donc ça s'explique pour ces raisons-là. Maintenant, effectivement, c'est un risque majeur pour la compétitivité des entreprises, mais on l'a dit, on part quand même de niveaux bas et on a connu des niveaux plus hauts. On est capable de vivre avec un taux de change à ces niveaux-là. Et sur l'inflation, bien entendu. Bon, ça fait le lien avec la deuxième question. La hausse de l'euro-dollar ne va pas à l'encontre du retour de la croissance en Europe. Vous avez répondu. Allez, je vous pose des questions. Vous essayez d'y répondre rapidement. Oui, parce que j'ai été bavard. Florent, la France, on avait parlé de vilain petit canard de l'Europe. Est-ce que c'est le cas avec la récente dégradation de la note de la France par l'agence Fitch? Oui, alors ça c'est un non-événement, mais c'est symptomatique d'une situation, c'est que nos finances publiques se dégradent. En tout cas, la trajectoire de nos finances publiques est mal orientée. Ça, c'est le point le plus important. Et les marchés financiers, eh bien, effectivement, demandent une prime de risque supplémentaire. Je vais essayer de contourner la question sur un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est à mon sens très important, c'est la BCE doit-elle agir sur le fait que les taux longs sont plus élevés? Alors, c'était une question. La BCE pourrait-elle réagir en cas de problème grave sur la dette française, par exemple le taux qui s'envole? C'est le sujet, c'est-à-dire que quand on regarde les taux directeurs, les taux courts ont diminué en Europe, oui. Mais les taux longs, notamment si on prend les taux longs français, sont soit restés au même niveau qu'au moment où la BCE a commencé à baisser ses taux, soit ont augmenté. Ça pose un problème en termes de soutenabilité de la dette, ça pose un problème en termes de croissance économique, parce que ça pourrait freiner les ménages d'investir, ne serait-ce que dans leur achat immobilier, etc. Et donc, certains commentateurs, effectivement, disent qu'il faudrait que la BCE agisse en relançant le quantitative easing, etc. Bon, déjà, il faut rappeler que la BCE n'a pas d'emprise sur les taux longs. Elle ne fixe que les taux courts. Elle peut avoir une emprise en achetant de la dette. C'est ce qu'elle a fait pendant toutes les périodes où il y a eu du quantitative easing. Aujourd'hui, elle se retire, ce qui fait que, mais toutes les banques centrales, enfin en tout cas la Banque centrale américaine le fait aussi, se retire et donc la prime de terme augmente, donc les taux d'intérêt augmentent. Et puis ensuite, on parlait d'indépendance de la Banque centrale américaine tout à l'heure. Si la BCE se met à agir au moindre coup de semonce sur la dette d'un seul pays, ça veut dire qu'elle n'est plus indépendante et qu'elle est d'une certaine manière complice, malgré elle, du dérapage budgétaire de certains États. Alors elle pourrait être d'une certaine manière obligée de le faire, obligée à agir, si la hausse des taux d'intérêt, ou en tout cas les niveaux actuels de taux d'intérêt que l'on observe à long terme, pénalisent fortement la croissance européenne. Ouais. Or, ce que l'on constate, et ça c'est à mon sens quelque chose qui va devoir être tranché par la recherche universitaire à un moment donné, c'est qu'on a l'impression que les économies européennes, américaines, sont devenues moins sensibles au taux d'intérêt. Mais pour une raison aussi, c'est-à-dire que ce qu'il faut regarder quand on regarde la sensibilité d'une économie au taux d'intérêt, c'est qu'il faut regarder la structure par maturité des dettes qui ont été contractées et surtout leur horizon.
pendant la période Covid, vous avez eu des entreprises qui se sont endettées à des taux bas sur des périodes très longues, les ménages également. Donc le temps que cette dette se renouvelle, ça va prendre du temps. Donc pour le moment, c'est incrémental. Et puis d'autre part, il y a certains pans d'activité, notamment les services, qui sont un peu moins sensibles au taux d'intérêt. Et ce sont quand même une grosse partie de nos économies. Aujourd'hui, on a l'impression, ne serait-ce que par les enquêtes que mène la BCE auprès des entreprises, auprès des banques, auprès des ménages, que la demande de crédit ne s'est pas effondrée, voire même qu'elle se redresse un petit peu. Donc on a quand même l'impression que l'économie européenne est capable de supporter de tels niveaux de taux d'intérêt. Très bien, on attend votre papier, tiens, Florent, peut-être votre ouvrage sur ce sujet, pourquoi pas. Je laisse les chercheurs. Le débat de chercheurs et d'économistes, voilà. En tout cas, on essaye bien sûr de contenir le temps. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, on y répondra évidemment, pas aujourd'hui parce qu'on arrive au terme de ce webinaire. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis en ce jour, voilà, où peut-être certains sont en télétravail. Merci à vous tous, merci Florent Wabon. Merci Fabrice. Passionnant comme d'habitude, économiste chez Ecofi. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau webinaire en direct. À très bientôt.